Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue dans Question d'actu. Un mois après un fragile accord de paix entre Washington et Téhéran, l'illusion diplomatique vole en éclats. Depuis la reprise des combats le 7 juillet, le Moyen-Orient sombre dans une escalade militaire inédite. Washington vient d'achever sa 10e nuit de bombardements consécutifs en Iran pour neutraliser Téhéran et rouvrir les voies maritimes. Mais face aux premières pertes américaines, Donald Trump se retrouve plus ou moins pris au piège politique à l'approche des midterms. Loin de céder, l'Iran riposte par une guerre asymétrique et active ses relais régionaux. Au Yémen, les Houthis imposent un blocus au détroit de Bab el-Mandeb, menaçant la mer Rouge et orchestrant avec le blocage d'Ormuz un double étranglement du commerce mondial. Pendant ce temps, le Liban subit le contre-coup de cet affrontement. L'armée libanaise tente de déployer ses premières zones pilotes au sud pour restaurer sa souveraineté, mais l'initiative reste suspendue à la pression iranienne et au rôle du Hezbollah. Entre frappe américaine, riposte de Téhéran, verrou maritime et tensions au Liban, la région bascule de la diplomatie vers le risque d'un embrasement général. Et on va justement en parler ce soir avec mes invités. D'abord ici présent à ma gauche, M. Hafed Boutal, vous êtes expert en relations internationales. Bonsoir à vous et merci d'être avec nous. Merci pour l'invitation. Et puis avec moi également Calvin Dark, vous êtes analyste politique américain, vous êtes avec nous depuis Washington. Bonsoir et merci d'avoir accepté cette invitation. Bonsoir, merci pour l'invitation. Et puis avec nous également Amélie David qui nous rejoindra un peu plus tard au cours de cette émission. Elle est l'une de nos correspondantes donc, à Beyrouth. Je commence avec vous, Monsieur Boutal. Alors on va revenir sur cette escalade militaire qui est en train de s'opérer, qui dépasse aujourd'hui le simple cadre des récents, on va dire, incidents. On est face à la manifestation d'une lutte de pouvoir structurel aujourd'hui. C'est vrai que le régime iranien envoie des signaux contradictoires qui donneraient l'impression qu'il y aurait une lutte de pouvoir autour de la personne de Mojtaba Khamenei, qui lui aussi, le mythe ou l'interrogation demeure autour de son état de santé. Et Donald Trump a déclaré, pas plus tard que la semaine dernière, qu'il y a 90% de chances qu'il soit décédé. Donc il y a aussi là-dessus un point d'interrogation sur l'état de santé du dirigeant. Mais depuis l'attaque du 28 février, je pense qu'il est temps de faire un état des lieux du pouvoir iranien, les principaux dirigeants. Là-dessus, il y a une liste que je vais partager, mais il y a aussi d'autres dirigeants qui sont aussi dans le secret, étant donné le niveau de tension qui règne dans le pays. Alors, il y a bien évidemment, encore une fois, Mojtaba Khamenei, qui est le guide suprême. Il y a Abbas Araghchi, Massoud Pezeshkian, ce sont les figures que l'on voit policées du régime, qui renvoient un visage rassurant d'une certaine manière, qui sont ceux de la négociation avec évidemment Ghalibaf, le président du Parlement, qui lui jouit d'une baguette Ghalibaf, qui jouit d'une onction démocratique, puisque lui représente cette chambre qui est élue au suffrage universel. Il y a Rolam Hossein Ejei, qui est à la tête du pouvoir judiciaire, qui était très très proche de Ali Khamenei, qui est un survivant des salves d'attaque contre les dirigeants iraniens. Ahmed Vahidi à la tête des gardiens de la révolution. Amir Hatami, qui est le commandant en chef, donc le chef d'état-major des armées. Donc là, on a un groupe de leaders qui serait celui qui tiendrait l'essentiel du pouvoir. Si on voit en fonction de leur rang. Les États-Unis aujourd'hui promettent qu'en réaction à cet assassinat ou ce ciblage de 2 soldats américains, promettent qu'ils vont s'attaquer une nouvelle fois aux dirigeants iraniens et à l'état-major iranien. Est-ce qu'ils cibleront ces dirigeants? Si ces dirigeants tombent, par exemple, Rolam Hossein Ejei, qui est à la tête du pouvoir du judiciaire, se fait neutraliser, si le chef d'état-major, encore une fois, comme le 28 février, tombe dans une attaque ciblée américaine, on pourrait conclure qu'il y a là une véritable escalade. Le pouvoir iranien est extrêmement atteint par cette salve d'attaque depuis mars 2026. Et le premier, deuxième, troisième rang, selon un certain nombre d'observateurs, parce que vous vous souvenez, ils avaient mis 4 rangs de décision pour pouvoir faire face à cette guerre. Donc le premier, deuxième, troisième, selon un certain nombre d'observateurs, ont été ciblés
lorsqu'on parle de dirigeants, on parle des 26 états-majors ou 31 états-majors, qu'il y aurait un par province, vous savez, qui ne communiquent pas entre eux. C'est comme ça que le gouvernement, que les dirigeants iraniens ont organisé la défense, une défense plutôt efficace. Mais si on a ces éléments-là qui tombent sous une nouvelle salve d'attaque américaine, eh bien, ça signifierait qu'on va vers une escalade et plus de confusion au niveau du pouvoir iranien et donc une situation de tension qui se prolongerait dans le temps sur des mois, peut-être même des années. Et donc une instabilité qui pourrait devenir chronique, durable. Durable et chronique, un peu comme ce qu'on a vu avec le régime irakien dans les années 90, où il y avait un certain nombre d'attaques des États-Unis jusqu'au débarquement de 2003, avec 500 000 hommes. Peut-être que nous sommes dans ce scénario et qu'il y aurait donc une guerre ouverte terrestre dans les années peut-être prochaines, peut-être des années 2030. On l'espère pas. Bien sûr, évidemment qu'on n'espère pas, mais comme vous l'avez pu le constater... Pour l'économie également mondiale... On espère vraiment que la situation va s'arranger. On a besoin d'une était accalmie. plutôt dans l'apaisement. On espérait cette fois-ci un cessez-le-feu durable. Monsieur Dark, donc après la signature de l'accord le 17 juin, ou c'était juillet, je ne me souviens plus, c'était en juin. C'était en juin l'accord. C'est ça. Ouais. Donc Téhéran a déplacé l'enjeu, on va dire, du dossier nucléaire vers le droit de passage payant dans le détroit d'Ormuz. Est-ce qu'il y a eu un revirement aujourd'hui de situation avec le durcissement de la position de l'Iran au vu des dernières discussions qu'il y a eu, en tout cas? Oui, je crois qu'il y a la confusion ici sur le mémorandum entre les États-Unis et l'Iran. Et je crois qu'il y a 4 indicateurs, quelque chose de très important ici à Washington. Première, c'est les soldats morts. Ça, c'est vraiment inacceptable aux Américains, démocrates et républicains. Et Donald Trump, il comprend ça. Alors, il ne veut pas des titres sur les infos sur les soldats morts. C'est important aussi le chiffre parce que Donald Trump, cette semaine, il a dépassé le chiffre de Biden. C'est-à-dire, il a beaucoup critiqué Biden pour les morts des soldats après qu'il est retiré de l'Afghanistan. Je crois que ça, c'était 13 ou 14. Mais maintenant, Donald Trump a dépassé ce chiffre et ça, c'est vraiment important pour, au niveau politique. Ça, c'est la première chose. Deuxième chose, prix du pétrole. On est en plein été ici aux États-Unis. L'Amérique, c'est un pays vaste. Alors, le prix du pétrole, c'est vraiment un indicateur proche des électeurs dans leur poche. Et Donald Trump, il comprend s'il y a de nouveau une crise, le prix du pétrole aux États-Unis, ça ne va pas, surtout avant les élections. Alors, ça, c'est la deuxième chose. Troisième chose, financement, le flows. Pour cette guerre du Congrès. Ça, c'est important parce que l'année budgétaire aux États-Unis, ça se termine mois de septembre. Ça veut dire que Donald Trump, il a envoyé une notification au Congrès il y a une semaine qu'on est en guerre de manière officielle. Il a 60 jours. Il peut terminer la guerre ou il peut demander l'approbation du Congrès pour continuer la guerre. Le problème, c'est que avant la fin de septembre, il doit justifier pourquoi le Congrès doit financer cette guerre. Et c'est pas automatique. Et parce que le système est un peu compliqué, il ne peut pas le faire avec les votes républicains seulement. Alors, il est coincé parce que comment est-ce qu'il peut convaincre au moins 10 démocrates dans le Sénat de donner leur soutien pour le financement de cette guerre s'il ne peut pas présenter une stratégie pour gagner la guerre. Et le quatrième point important, c'est les élections. Et je veux dire ça très clairement. Quand je parle de midterms, des élections au Congrès, parfois la réaction c'est que, oh Calvin, on est en juillet, ça c'est en novembre. Non. Aux États-Unis, ça commence très bientôt. Par exemple, dans mon État de Caroline du Nord, le vote commence le 4 septembre, c'est-à-dire moins de 2 mois. Et Donald Trump, il comprend, s'il n'y a pas une résolution, s'il y a une crise de prix de pétrole, s'il ne peut pas dire qu'il a gagné, il y a un deal avec l'Iran,
avant la fin d'août, le début de septembre, ça va impacter de manière négative les républicains dans les élections. Alors, je crois que ce sont les 4 indicateurs, les 4 points très importants ici à Washington ce matin. Donc, pour continuer sur cette lancée, aujourd'hui, Donald Trump est dans une situation, on va dire, très tendue, parce que vous l'avez dit, il y a cette pression double, d'abord vis-à-vis de sa base politique, à qui il avait promis qu'il n'y aurait pas de guerre, et puis avec cette date butoir des midterms qui arrive donc très vite. Oui, et aussi, il comprend que les options post-Trump, après Trump, il n'y a pas un parti, un candidat qui veut continuer la guerre. Même J.D. Vance, le vice-président, en principe, il va se présenter comme candidat. Peut-être Marco Rubio, il y a des autres républicains, il y a bien sûr les démocrates, mais il n'y a pas de candidat possible qui veut continuer la guerre. Alors, pourquoi c'est important maintenant? Ça, c'est 28. C'est important maintenant parce que si je suis républicain, je suis dans le Sénat, par exemple, dans le Congrès, je ne veux pas soutenir la continuation de la guerre parce que si la guerre continue après ou jusqu'à la fin de le mandat de Trump, peut-être si je gagne les élections comme le candidat démocrate ou républicain, la guerre devient l'enfant de moi. C'est-à-dire que ça va être le problème pour le prochain président. Alors, il y a beaucoup de républicains qui disent à Donald Trump, derrière les scènes, on ne veut pas la guerre parce qu'on sait que les États-Unis ont fait la guerre très bien, mais il faut du temps. On était en Afghanistan, en Irak, plus de 20 ans. Et on sait que si Donald Trump vraiment continue dans cette guerre, s'il accepte d'avoir des troupes, des soldats sur le terrain en Iran, ça va se terminer après 20 ans. Il n'y a pas de volonté politique des républicains et démocrates pour cette option. Au vu de la dynamique actuelle, de la situation actuelle, M. Bothal, on a un Donald Trump qui est un petit peu pris au piège. Est-ce qu'on peut dire que la stratégie asymétrique de Téhéran est en train de fonctionner? Oui, c'est tout à fait ça. Les Iraniens ont privilégié une posture de guerre asymétrique parce que la confrontation directe leur est totalement défavorable. Et ils sont en train de glaner les dividendes, de tirer les dividendes de cette posture. Par exemple, l'incapacité des délégations américaines à bien négocier et à bien cerner les contours parce qu'ils sont sous la pression de la Maison-Blanche constamment pour pouvoir trouver un accord. Et typiquement, un des points qui a sabordé l'accord, c'était le point numéro 5, puisqu'il prévoyait une partie entre Oman et l'Iran pour gérer la nouvelle architecture du détroit, dans laquelle les États-Unis n'étaient pas nommément mentionnés. Et donc cela a posé comme une sorte de flou puisque les Iraniens se sont prévalus de cet accord-là pour commencer à faire de la surenchère, notamment sur les droits de passage. Et puis la position est beaucoup plus ferme qu'au début de ce conflit, finalement. Oui, finalement, oui, et tout à fait. Aujourd'hui, les Iraniens souhaitent imposer leur vue sur ce détroit. C'est leur principal instrument de dissuasion. Ils n'ont même plus besoin de développer une bombe nucléaire. Tous les observateurs s'accordent sur ça. Et face à cela, les efforts pour pouvoir... Parce qu'aujourd'hui, c'est vrai qu'en misant excessivement sur le détroit d'Ormuz, les Iraniens vident un peu leur flanc et font en sorte que l'option d'un détournement à travers d'autres rives côtières de la péninsule arabique commence à être posée. C'est-à-dire, typiquement, le Faujaïra, par exemple, qui est de l'autre côté du détroit aux Émirats, qui permettrait de contourner cet instrument de pression. Mais pour mettre en place une nouvelle infrastructure qui mettrait entre parenthèses le détroit d'Ormuz, il faudrait des décennies, peut-être des années, peut-être des décennies, mais en tout cas, ça prend du temps. Et ce temps-là, aujourd'hui, Donald Trump ne l'a pas. Voilà le vrai souci. Et donc, il est piégé, oui, par les Iraniens, qui eux aussi jouent les 20-30 années, comme je vous ai dit tout à l'heure. C'est-à-dire, et vous l'avez suggéré vous-même, la lutte de pouvoir, c'est qu'aujourd'hui, ce qui se joue aussi en filigrane, c'est la grippe des gardiens de la Révolution sur les institutions à Téhéran. Et donc, la nouvelle ère de cette République islamique, qui passerait d'une République essentiellement dirigée par des ayatollahs,
ce qui continuerait à être le cas, mais avec le cœur du pouvoir plutôt aux mains des militaires. Ça deviendrait donc un régime militaro-religieux sous la conduite de Mujtaba Khamenei, dont les visées et l'ambition régionale est avérée, c'est-à-dire qu'il souhaite restaurer ce croissant chiite dont on parlait, qui a été laminé depuis 2-3 ans avec le départ d'Assad, l'affaiblissement de Hezbollah, on va en parler, et puis une classe politique plus solide à Bagdad qui refuse un peu l'ingérence de Téhéran. Eh bien, Mujtaba Khamenei, une fois cette crise derrière, parce qu'il y aura bien une fin, ou en tout cas moins tendue, eh bien, s'attellera à restaurer le pouvoir de Téhéran au Moyen-Orient, l'influence de Téhéran au Moyen-Orient, renforcera ses proxys, ce qui me fait dire que la conséquence de cette intervention américaine contre l'Iran a rendu cette République islamique plus dangereuse que jamais. Malgré que sur le terrain, oui, les coups de semonce ont été considérables, le régime a enterré un certain nombre de dirigeants, continue d'enterrer d'autres dirigeants, ils vivent dans des souterrains, l'armée a été très atteinte, les infrastructures aussi, les infrastructures de lancement, etc. Mais ce n'est pas ça qui fait la dangerosité de l'Iran, c'est la détermination d'une petite caste au pouvoir qui refuse de faire une alternance ou d'organiser une liberté plus importante, même si sur le terrain, certains observateurs disent que depuis 4 mois, la population iranienne se libère, mais c'est juste une parenthèse. Dès qu'ils auront l'essentiel du pouvoir entre les mains, ils resserreront davantage la vis et l'Iran sera encore plus dangereuse que jamais et la population iranienne souffrira davantage de ce tour de vis. Factuellement, au vu de la situation actuelle, au vu de la fermeté de la position de l'Iran et des contraintes de Washington, on est dans un point de non-retour. Il ne semble pas y avoir d'issue, en tout cas possible, pour aller vers la solution diplomatique ou vers le dialogue. Ça, c'est difficile à dire parce que tous les éléments de fait que l'on a pu analyser ne permettent pas de dégager des trajectoires cohérentes que l'on pourrait partager avec les téléspectateurs dans ce conflit parce que justement les acteurs, les protagonistes agissent de manière irrationnelle. Que ce soit à Téhéran, le régime iranien a quand même besoin d'un certain apaisement, reprendre une vie économique, améliorer le cours du rial, restructurer aussi ses troupes, savoir ce qu'il en est, l'état des lieux de la situation. Ben non, ils préfèrent continuer le combat, donc ce qui semble être assez rationnel, et ce qui traduit, oui, une volonté d'une faction de s'imposer face aux autres factions de la République islamique iranienne. Et puis, à côté, il y a aussi Donald Trump, qui déclare tout et son contraire en moins de 24 heures. Et ça rend très difficile de pouvoir pronostiquer, dire ce qu'il en est. Ce qui pourrait arriver, c'est, malgré des pics de tension incroyables, revenir sur la table des négociations. Et si l'on entend les dirigeants américains, ils le disent. Ils disent que les négociations sont toujours en cours. Ils affirment aussi, en termes de Détroit en tant que tel, avoir accompagné 900 navires depuis le mois de mai qui ont transporté 450 millions de tonnes de pétrole. Donc là-dessus, les Américains veulent montrer qu'ils ont la haute main sur le Détroit, ce qui est peut-être vrai, mais en tout cas, ils n'ont pas la haute main sur la paix. La paix, ceux qui ont la clé de la désescalade, c'est bel et bien, je pense, les Iraniens. Monsieur Dark, les États-Unis aujourd'hui, au vu du contexte actuel, peuvent-ils encore garantir, on va dire, la liberté de navigation ? Je crois que ça, c'est l'objectif, mais aussi, je crois que ça, c'est un indicateur de l'échec de Donald Trump. Parce que maintenant, il y a des questions, surtout de la base de soutien de Donald Trump. Quand il dit maintenant, on ne parle plus de programme nucléaire, on parle de le détroit d'Ormuz. Mais il y a des démocrates qui disent qu'avant la guerre en Iran, il n'y avait pas de problème avec le détroit d'Ormuz. Alors ça, c'est vraiment un problème, surtout parce que ça implique nos alliés dans la région et en Europe. Et il y a autre chose liée avec ça. Donald Trump, il n'aime pas les boîtes. C'est-à-dire, il ne veut pas être dans une boîte avec les menottes sur une position
soit sur le détroit Hormuz, ou soit sur les négociations ou la diplomatie. Je l'explique. Donald Trump, pourquoi il y a des contradictions dans ces mots? Peut-être dans la même phrase. Il dit que il n'y a pas de deal, memorandum, d'understanding, mais il y a toujours les négociations. Pourquoi il dit qu'on ne peut pas négocier avec ces malins iraniens, mais il y a espérance qu'on peut négocier quelque chose. Pourquoi il dit ça? Parce qu'il a dit il y a longtemps, il ne veut pas être dans une boîte. Il ne veut pas les menottes parce qu'il cherche toujours une sortie. Ça veut dire que s'il dit définitivement il n'y a plus de négociation, il va suivre le chemin de escalation militaire, il ne peut pas revenir et dire « Ah, je crois que je peux essayer les négociations encore une fois. » Alors, c'est pour ça qu'ils disent les choses, toutes les options à la fois, parce qu'il est vraiment coincé et il sait que la solution pour Donald Trump, sortie sans un impact négatif pour les élections, sans vraiment dommage avec sa base. Peut-être ça, c'est un deal. Peut-être ça, c'est vraiment la victoire militaire contre l'Iran. Il ne sait pas. Je crois qu'il se réveille tous les jours et il se dit, qu'est-ce que je peux faire pour mettre fin à cette guerre aujourd'hui? Il n'y a pas de stratégie à long terme. Et alors, je crois que maintenant, il y a opposition de la base de soutien de Donald Trump sur ses commentaires. Il a dit depuis le début de la guerre, il a complètement détruit tous les pouvoirs militaires d'Iran. Il y avait une présentatrice sur Fox News. Elle soutient Donald Trump à 100%. Mais même elle, hier, a posé la question, s'il a détruit 90% du pouvoir militaire iranien, ce qu'on voit, c'est ce qu'ils font avec 10%. Comment est-ce que ça, c'est possible? Et je crois que cette idée, ça a vraiment choqué la base de soutien de Donald Trump. Alors maintenant, il cherche une sortie où il peut garder la victoire, il peut continuer à dire il n'y a plus de confrontation militaire parce que le pouvoir militaire des États-Unis, nous avons gagné, mais il ne peut pas expliquer pourquoi il y a des soldats morts, pourquoi il y a des outils qui menacent les Saoudiens. Pourquoi il y a escalation de la part des Iraniens s'ils ont vraiment la peur, comme Donald Trump et le ministère de la Défense a dit? Monsieur Botal, vous voulez rebondir sur les propos de Monsieur Dark? Sur ça, est-ce que vous avez dit tout à l'heure sur le point de non-retour? Encore une fois, oui, les Américains avaient réussi un coup de maître le 28 février, mais depuis, il n'y a plus d'attaque aussi spectaculaire. Ils ont eu, c'est vrai, le fameux négociateur Ali al-Larijani, ils l'ont eu, mais c'est la seule grande figure qu'ils ont eue en 3 mois, en 4 mois de combat. Monsieur Dark a parlé tout à l'heure des alliés américains, et ça c'est une question qui se pose aujourd'hui pour les pays du Golfe. Un constat est désormais clair aujourd'hui, c'est que la protection américaine s'accompagne aussi de risques qui s'avèrent être élevés. Effectivement, bon, il y a le risque d'être pris pour cible, en tout cas. Oui, évidemment que les pays du Golfe payent cher, mais d'une certaine manière, ils sont pris pour cible dans une logique iranienne qu'ils puissent être employés comme outil de pression sur les États-Unis. Voilà la véritable logique. C'est plus ça que leur alignement avec les États-Unis qu'ils payent aujourd'hui. Et ils payent aussi la vision, il faut le dire quand même, la vision racialiste des dirigeants à Téhéran, qui considèrent l'élément perse chiite comme étant la suprématie régionale. Et il y a une suprématie perse, et donc pour eux, les populations arabes des pays du Golfe et d'Arabie Saoudite sont en dessous. Et ils considéreront toujours ces territoires et ces pays comme en dessous, et même inconsciemment, ils le révèlent. Lorsque Masoud Pezeshkian s'adresse à la Oumma islamique pour leur demander de soutenir l'Iran qui se reçoit des bombes de la part des États-Unis, mais ils n'ont aucun scrupule à bombarder encore et encore des pays voisins, et donc ils font exactement ce qu'ils reprochent aux autres, ils le répliquent,
y compris pendant le deuil au Qatar. Donc il n'y a aucun respect même pour le deuil islamique dans la principauté du Qatar. Et donc ça montre bien les incohérences au niveau du pouvoir iranien. Vous parlez tout à l'heure de proxy, en coordination avec la stratégie de Téhéran. Il y a la rébellion Houthi, les rebelles, qui aujourd'hui bloquent, je disais en introduction, donc une partie aussi, on va dire, de ce qui est maritime, un blocus maritime, le détroit de Bab el-Mandeb. Est-ce que c'est un nouveau levier aujourd'hui dans la pression de Téhéran ? Oui, puis le porte-parole, Yahya Sarih, très connu des Houthis, a déclaré qu'il y aurait en tout cas un blocus maritime ciblant l'Arabie saoudite. Ce qui est intéressant, puisque l'Arabie saoudite, grande absente, d'une certaine manière, de tout ce théâtre que l'on observe depuis 4 mois et qui, d'un coup, se voit pointé du doigt par les Houthis comme étant un belligérant. Donc, ils veulent absolument traîner l'Arabie saoudite dans le conflit. Et on n'oublie pas cette volonté hégémonique du régime iranien de vouloir s'accaparer la péninsule arabique dans une logique pour se trouver une légitimité au pouvoir du guide suprême, en s'accaparant les lieux saints, donc, que sont la Mecque et Médine. Et les Houthis sont un maillon essentiel dans cette stratégie à très long terme. Mais aujourd'hui, le problème, c'est que si on parle rapidement des Houthis en tant que tels, ils sont l'acteur principal de la division du Yémen. Le Yémen est divisé en 3 principaux territoires, ce qui n'était pas le cas avant le coup d'État des Houthis en 2014, où il y avait un seul Yémen. Et aujourd'hui, le Yémen du Sud s'autonomise de plus en plus, et peut-être que le Yémen paiera le coût très élevé de son alignement sur Téhéran en n'existant plus, et en se divisant, comme ça a été le cas pendant la guerre froide, un Yémen du Nord et un Yémen du Sud. En tout cas, aujourd'hui, la population du Yémen du Sud refuse les Houthis, refuse la tutelle de Téhéran et souhaite une indépendance formelle. Donc ça, c'est encore une fois, un des prix à payer de cet alignement des Yéménites, en tout cas des Houthis sur Téhéran. Donc, au-delà de l'échiquier en tant que tel, aujourd'hui, de cette guerre, il y aura des conséquences à cette guerre et à l'intervention iranienne dans des régions qui vont durer très très longtemps. Et les conséquences seront incalculables. Et justement, puisque vous parlez de conséquences, Monsieur Dar, quelles conséquences avec ce double étranglement d'Ormuz et de Bab el-Mandeb aujourd'hui ? Je crois que ça, c'est vraiment un problème parce que je crois que les dirigeants dans la région sont coincés aussi parce qu'ils veulent l'intervention militaire américaine pour vraiment faire face aux menaces iraniennes, mais ils savent aussi que on va rester dans la région et ça, c'est pas bien. Je crois que l'intervention, la présence militaire américaine, c'est comme les poissons. C'est délicieux au début, mais après quelques jours, on ne veut plus. Et je crois que pour ça, il ne veut pas vraiment l'intervention américaine, les soldats sur le terrain, parce que ça va impliquer une présence, une coordination avec Israël à une longue durée. Je crois aussi que c'est les amis d'Iran, comme Houthi et les autres groupes, qui menacent les États-Unis et nos alliés dans la région, c'est la preuve qu'il n'y avait pas une stratégie profonde dans la Maison-Blanche de Donald Trump quand il a commencé cette guerre. Il ne pensait pas aux conséquences comme les Houthis. Et je crois que ça, c'est un signe qu'il n'a pas une stratégie en plan. Et ça, c'est pas bon pour nos alliés, c'est pas bon pour les États-Unis. Et surtout, c'est pas bon à Washington pour les républicains qui cherchent à être réélus. Et comment se situent justement dans ce contexte aujourd'hui les pays du Golfe qui sont entre la solidarité qu'ils veulent apporter à Washington et cette volonté aussi d'éviter l'embrasement ? Je crois qu'après la guerre à Gaza, il y a la présence américaine dans la région, il n'a pas la même valeur qu'avant, il y a la protection, il y a la coopération militaire avec les États-Unis. On sait qu'avec Israël, Israël complique les choses. Alors, il n'y a pas cette valeur de la coordination militaire avec les États-Unis de la part de nos alliés dans le Golfe. Et aussi, on sait que
il n'y a pas des objectifs à long terme de Donald Trump ou de l'administration Trump. On ne sait pas dans 5 ans, 10 ans, qu'est-ce que serait la position des États-Unis. Alors, si je suis un de nos alliés dans le Golfe, je dois penser à l'avenir. Peut-être coopération militaire avec les États-Unis, aujourd'hui, c'est le bon chemin. Mais qu'est-ce que c'est les objectifs après 6 mois, après 1 an? Et je ne sais pas. Je crois que Donald Trump ne sait pas. Alors, c'est pour ça qu'il y a un rethinking. Il pense de nouveau. Qu'est-ce que c'est vraiment la valeur de coopération avec les Américains? Et qu'est-ce que c'est vraiment le rôle des États-Unis dans la région? Surtout parce que pour la première fois dans l'histoire des États-Unis, on a les candidats potentiels des 2 partis qui critiquent Israël et qui disent qu'il nous faut une relation différente à l'avenir avec Israël. On est face à un nouveau tournant, M. Botalp, aujourd'hui? Par rapport aux pays du Golfe, en général au Moyen-Orient, bien sûr, évidemment. Encore une fois, un Iran plus dangereux que jamais, renforcé, un régime qui était aux abois au mois de janvier, avec une opposition à l'intérieur du régime qui était de plus en plus importante, de plus en plus prise au sérieux. Tout cela renvoyé au calendrier grec, l'aile dure qui était extrêmement minoritaire, qui enchaînait les exécutions, qui voyait sa légitimité s'éroder et aujourd'hui revivifiée, reconstituée autour d'un nouveau guide suprême que tout le monde, tous les observateurs s'accordaient à dire qu'il n'avait aucune légitimité, qu'il ne pouvait pas succéder à son père du fait du contexte que l'on connaît de l'histoire de la révolution islamique, ainsi de suite, et qui aujourd'hui est encore aussi légitimé grâce à cette intervention américaine et qui vide de son sens un peu l'essence de cette république islamique. Donc aujourd'hui, oui, il y a un nouveau tournant, celui d'une entité qui était en fin de vie, un peu crépuscule, et qui aujourd'hui a été complètement ravivé pour un bon, je dirais, pour un bon 30 ans, 50 ans. Le peuple iranien continuera à souffrir, il n'a pas le droit au chapitre, il n'a pas voix au chapitre, on l'a vu. L'intervention américaine qui avait pour objectif d'aider ce peuple, elle lui a bien compliqué la tâche. Et puis l'État d'Israël a un ennemi juré, d'autant plus renforcé, qui fera dire à la classe politique israélienne davantage qu'elle est menacée, que l'État d'Israël est menacé de disparition, donc renforcera l'aile dure aussi de la droite israélienne et on est dans une surenchère. Les pays arabes au milieu ont du mal à s'extraire un peu de certaines allégeances, de certains réflexes du passé. On a vu l'intervention un peu ce nouvel acteur, qui n'est pas véritablement nouveau, mais qui s'impose de plus en plus, c'est le Pakistan, le parapluie nucléaire du Pakistan, cet accord nucléaire entre la Turquie, l'Arabie Saoudite et le Pakistan. Mais est-ce que cela va suffire? Est-ce que le Pakistan, lui aussi géant au pied d'argile, il faut le rappeler, a les moyens de peser sur la paix au Moyen-Orient? Ça, c'est une autre question. Aujourd'hui, en tout cas, le Moyen-Orient est très affaibli par cette intervention irréfléchie du président Donald Trump, qui a obéi à certaines pressions, on le sait très bien, de dernière minute, de la part de personnes très proches de sa famille, de son entourage. Et je pense qu'elle répondait à des considérations contextuelles, mais qu'elle laissera des impacts conjoncturels et structurels plutôt, excusez-moi, des impacts structurels durables dans la région. L'intervention lourde de conséquences. Est-ce qu'il est encore possible aujourd'hui d'éviter l'embrasement régional? Alors, la question du Liban, là, se pose véritablement pour pouvoir assurer une meilleure paix, ou plutôt renforcer la paix et le camp de la paix dans la région. On sait qu'aujourd'hui, les Libanais, le gouvernement du Liban a fait preuve d'une grande sagesse, d'une grande finesse dans sa négociation entre les États-Unis et Israël, en dépit des pressions du Hezbollah, qui refuse qu'il y ait des négociations. Mais le Hezbollah, rappelons-le, n'a pas jugé utile de prévenir ni l'état-major, ni la présidence libanaise, ni le Premier ministre libanais, ni le Parlement, ni la société civile de son projet de faire vengeance à l'assassinat de Ali Khamenei. Et donc l'état-major libanais, la présidence, le Premier ministre, tout le monde s'est retrouvé avec un cas d'occupation du Sud qu'il n'avait pas provoqué, qui est une conséquence d'une action irréfléchie d'une milice locale. Et donc finalement, ce gouvernement s'en sort plutôt bien. Il a établi un dialogue entre les belligérants, l'agresseur
qui a un appétit fou pour le territoire libanais qui est Israël, qu'il a parvenu à freiner. Ce ne sont pas donc les éléments du Hezbollah qui ont freiné l'avancée israélienne, ce sont les négociations menées par le président Aoun et par son Premier ministre Nawaf Salam, et aussi avec les États-Unis. Donc le régime libanais les dirigeants libanais ont pu gagner la sympathie de Donald Trump, la sympathie des dirigeants américains, pour qu'ils puissent aussi équilibrer avec Israël. Et donc cette action de paix, par rapport à votre question, elle calme un peu les partisans. Elle apaise les tensions, elle calme les partisans, elle prive d'arguments les partisans de l'escalade, notamment à Téhéran par exemple, et aussi évidemment à Tel Aviv. Et donc elle ne permet pas à la région d'aller vers ce que vous dites. Ce déploiement donc, de l'armée libanaise qui entame donc ce déploiement, on va dire, des zones pilotes, aujourd'hui, est-ce que cela peut constituer un tournant, au vu de ce que vous venez de dire, par rapport au conflit actuel? Oui, parce que c'est un point essentiel de cet accord cadre négocié à Washington. Il s'agit de freiner l'avancée israélienne et d'obtenir des Israéliens un engagement qu'ils peuvent se retirer du sud Liban. Il y a quelques semaines, Israël Katz, quand même ministre de la Défense d'Israël, pérorait en disant que plus jamais le Sud-Liban ne reviendrait au Liban et que c'est un territoire définitivement israélien. Aujourd'hui, les Israéliens reconnaissent qu'ils pourraient accepter un calendrier de retrait. Maintenant, on connaît les postures des Israéliens, on sait que ce sont les champions du gain de temps. Ils vont aujourd'hui concéder cette petite concession, mais il n'y a aucune garantie qu'ils ne pourraient pas reculer sur cette concession-là, et donc s'installer définitivement dans le sud. Mais en tout cas, il y a une coordination aujourd'hui entre les troupes de l'armée libanaise et de l'armée israélienne sur certains points pilotes. Malheureusement, il y a des villages inclus dans ces points pilotes qui n'étaient pas occupés par les Israéliens. Donc ça n'intéresse pas. Les Israéliens ne vont pas se retirer d'une région qu'ils n'occupent pas. C'est un peu, encore une fois, une entourloupe signée par le gouvernement de Netanyahou. Mais quand même, il y a d'autres points qui sont sous occupation israélienne dans cette région du Sud et qui sont en cours de désarmement, en tout cas de retrait des troupes israéliennes. Il n'en demeure pas moins qu'il y a aujourd'hui jusqu'à 600 km² qui sont annexés, et on s'imagine mal quand même le gouvernement israélien. Mais en tout cas, si le gouvernement libanais arrive à freiner et à négocier certains droits pour les populations de ces territoires-là, c'est déjà un acquis, parce qu'il négocie les conséquences d'une décision qu'il n'a pas prise. Et le Hezbollah n'est pas là pour gérer les conséquences. Alors, Amélie, David, vous êtes avec nous, vous venez de nous rejoindre, vous êtes avec nous depuis Beyrouth. Bonsoir à vous d'abord. Expliquez-nous un petit peu la situation sur le terrain depuis justement le déploiement de l'armée libanaise dans ces zones pilotes aujourd'hui. Alors la situation sur le terrain, effectivement, vous l'avez dit, le déploiement de l'armée libanaise dès ce matin dans une deuxième zone pilote dans le sud du Liban, mais la situation est toujours un peu chaotique, puisque l'armée libanaise vient d'accuser Israël d'avoir tiré sur des soldats de l'armée libanaise justement qui étaient en train de se déployer dans cette zone. Et nous, journalistes, nous n'avons pas pu suivre ce déplacement. Il a été refusé pour des raisons sécuritaires, donc il n'y a actuellement aucun confrère, aucune penseur sur le terrain. Et on a vu aussi au cours de cette nuit une escalade de l'armée israélienne dans plusieurs zones du sud-Liban, avec des dynamisages de maisons, des explosions, des tirs d'artillerie aussi, des grenades assourdissantes dans plusieurs villages du sud du Liban, alors qu'effectivement l'armée libanaise est censée se déployer dans ces zones pilotes depuis hier. C'est notamment ce que Washington avait annoncé, mais la situation sur le terrain est toujours très chaotique, catastrophique bien sûr pour les habitants. J'étais hier dans le sud du Liban, je devais accompagner un convoi humanitaire organisé par l'œuvre d'Orient qui vient en soutien notamment aux populations chrétiennes dans le sud du Liban, et on devait visiter 3 villages dans la zone frontalière, dans la zone tampon, des villages à majorité chrétienne de Debel Ain et d'El-Hermeis, et nous n'avons pas pu nous y rendre malgré les autorisations du mécanisme que nous avions obtenu les jours précédents. Et bien, arrivé sur place, près de la frontière, il y avait un barrage de l'armée israélienne avec des soldats de l'armée israélienne qui nous ont intimé de faire demi-tour sous prétexte que nous n'avions pas les autorisations.
Et donc, comme il y avait déjà eu des incidents par le passé avec les convois humanitaires où les gens s'étaient fait tirer dessus par l'armée israélienne, et bien là, nous avons fait demi-tour, nous avons rebroussé chemin pour redemander les autorisations. Les coordinateurs de ce convoi humanitaire ont redemandé au mécanisme de de continuer leur chemin. Et malgré tout, l'armée israélienne a opposé son refus pour poursuivre ce convoi humanitaire. Nous avons attendu 5 heures en plein soleil et les raisons qui ont été avancées par ce refus, selon les organisateurs du convoi, étaient la présence notamment de journalistes. Il y avait au moins une douzaine de journalistes dans ce convoi et l'armée israélienne a refusé à ce convoi de poursuivre la route vers les villages à majorité chrétienne de la Grande Frontalière. Donc vous le voyez, situation sur place toujours très compliquée. Et bien sûr, tout au long de la route vers Naoura, nous avons vu au fur et à mesure les drapeaux de l'armée israélienne qui avaient été mis, les villages détruits, les cultures complètement ravagées. Une situation, vous l'avez dit, très compliquée. Vous avez employé le terme chaotique. Comment réagit aujourd'hui la population libanaise et quelles sont les attentes ? La population libanaise aujourd'hui, elle est dévastée, elle est fatiguée, elle souhaite qu'on l'aide, bien sûr, qu'on lui vienne en aide. Elle souhaite surtout que cette guerre s'arrête. Les habitants souhaitent rentrer chez eux. J'ai rencontré aujourd'hui un habitant de Derrimès, un autre village à majorité chrétienne qui est lui aussi situé dans la zone tampon, près de la bande frontalière, mais plutôt du côté du sud-est du Liban. Il était vraiment épuisé. Au bout d'un moment, on lui a demandé ce qu'il attendait pour le futur. On pensait que c'était une question ouverte, un peu joyeuse. Il s'est mis tout simplement à pleurer. Il a essayé de retenir ses larmes, et pour lui, il n'en peut plus. Depuis 3 ans, il vit dans une guerre qui pour lui n'a plus aucune fin. Il a été déplacé à plusieurs reprises. Aujourd'hui, il vit entre le nord de Beyrouth et son village de Derrimès, où il peut se rendre occasionnellement en fonction de la situation sur place, qui est quand même très compliquée, puisque même si le village n'est pas directement visé, tous les alentours sont soumis à des bombardements israéliens. Il y a aussi des positions du Hezbollah, donc c'est très compliqué pour eux de rentrer chez eux. Et puis, il doit emprunter une route qui lui fait faire un détour de plus de 2 heures pour atteindre son village. Donc, vous voyez, c'est des situations quand même très compliquées. Et aujourd'hui, on attend juste que l'armée israélienne se retire des villages occupés, laisse le Liban en paix et que les habitants puissent retourner chez eux, surtout sans être menacés, en toute sécurité. Et à Beyrouth, je voulais ajouter ceci aussi, même si la situation est bien sûr beaucoup plus calme que dans le sud, cela fait des mois que nous n'avons pas eu de bombardement ou d'explosion, mais nous avons toujours le drone, nous avons toujours le bruit de cette guerre, et qui rappelle sans cesse que l'armée israélienne constitue une menace pour le pays. En tout cas, le président libanais Joseph Aoun a été reçu cet après-midi par le président américain, donc Donald Trump, pour solliciter d'abord un soutien ferme, exiger le retrait complet des forces israéliennes et présenter son plan de désarmement. Quels sont les enjeux de cette rencontre aujourd'hui ? Vous l'avez dit, c'est d'abord un retrait complet de l'armée israélienne du sol libanais, la mise en place des zones pilotes qui a été imposée par le duo israélo-états-unien, et c'est bien sûr d'assurer une sécurité pour les gens qui retournent sur place, de retrouver leur village, la reconstruction, puisqu'on l'a vu dans le précédent cessez-le-feu qui avait duré une quinzaine de mois. Il y avait un soi-disant cessez-le-feu, mais certaines attaques israéliennes se poursuivaient. L'armée israélienne avait aussi consolidé ses positions dans certaines zones du sud-Liban. Et surtout, elle empêchait parfois la reconstruction. Donc là, ça va être aussi l'enjeu de pouvoir commencer à déblayer le terrain d'abord, de déblayer les décombres, mais aussi de reconstruire en toute, bien sûr, sécurité. Et l'armée israélienne, elle met la pression au gouvernement libanais pour qu'il continue, pour qu'il entreprennent le désarmement du Hezbollah, ce à quoi forcément le Hezbollah s'oppose, puisqu'il dit que tant que l'armée israélienne sera sur le territoire, il faut lui résister et il faut répondre à ces attaques. Vous voyez la situation toujours d'un côté comme de l'autre, très très compliquée, mais Joseph Aoun a réitéré cette demande et en marche de cette rencontre à Washington, effectivement, de demander le retrait total de l'armée israélienne du Liban, ce qui semble compliqué au vu de ce que nous avons vu et vécu hier. On l'a compris, une situation très très compliquée. Avant de nous quitter, Amélie, quelle place pour le Hezbollah dans cette nouvelle donne aujourd'hui ?
Le Hezbollah continue de s'opposer à ces accords cadres, continue de s'opposer tout simplement à des discussions et à des négociations directes avec Israël. Ils l'ont rappelé au cours de ces dernières semaines. Pour eux, il faut négocier, mais indirectement, pour ne pas reconnaître Israël, tout simplement. Et surtout, ils s'opposent à être désarmés. En tout cas, ils ne voient pas pour l'instant d'autres solutions que son armement, bien sûr. Donc le Hezbollah, là-dedans, est tout bonnement pour l'instant en dehors de ces négociations-là. Mais on voit aussi que le gouvernement libanais essaye quand même, comment dire, en tout cas, de ne pas avoir d'affrontement total avec le Hezbollah, puisqu'il y a toujours certains, en tout cas, qui agitent ce spectre d'une guerre entre les membres du Hezbollah et d'autres partis. Le spectre, certains appellent ça une guerre civile, et notamment, cela fait aussi partie du narratif israélien. Donc, je le mets entre guillemets, mais en tout cas, on voit que le gouvernement essaie de ménager un peu tout le monde et de faire en sorte de ne pas s'opposer frontalement au Hezbollah, notamment avec la position du commandant en chef de l'armée. Mais en tout cas, voilà, il espère arriver le gouvernement libanais, à une paix totale. Mais le Hezbollah reste sur ses gardes, bien sûr, et brandit de temps en temps aussi des menaces qui pourraient venir à la fois de son parti, de sa milice, de ses membres. Voilà. Merci à vous, Amélie David. Vous étiez avec nous, je le rappelle, depuis Beyrouth. Monsieur Dark, je vais vous relancer par rapport à ces propos, justement, ce rôle que doit jouer aujourd'hui ou que pourrait jouer le Liban, cette rencontre cet après-midi avec le président américain, et puis cette conférence qui a été également annoncée. Est-ce qu'on va aujourd'hui vers une nouvelle recomposition régionale ? Je crois qu'il y a deux choses à regarder. Le premier, c'est que Donald Trump, jusqu'à maintenant, il n'a pas vraiment répondu les questions de la presse sur les soldats morts en Iran. Et je crois que les journalistes ils vont profiter de cette réunion avec le président libanais de poser ces questions. Et je crois que Donald Trump... selon les déclarations de la Maison-Blanche, il veut être très fort. Je crois qu'on va entendre des mots de vengeance de Donald Trump parce qu'il veut vraiment donner l'impression qu'il est fort. Pour Liban, je crois que Netanyahu a peur de cette réunion aujourd'hui parce qu'on sait que Donald Trump n'est pas mesuré pour ses mots. Il n'est pas un président de précision. C'est-à-dire que s'il voit une victoire, s'il voit une fenêtre où il peut dire oui, j'ai réussi avec le Liban contre Hezbollah, je crois qu'il n'hésite pas à engager les États-Unis et Israël parce qu'on sait qu'il ne rentre pas dans les détails de cet accord entre Israël et le Liban et on ne sait jamais ce qu'il va promettre dans une conférence de presse sans Netanyahu à côté. Alors, je crois que ça va être intéressant à regarder. Et aussi, je sais qu'il y a une communauté libanaise très influente ici aux États-Unis et ils sont très, très actifs ici à Washington. Et je crois qu'on va avoir cette influence, mais je sais qu'on ne peut pas regarder Liban sans le contexte d'Iran parce que la réaction et la stratégie de Donald Trump dépend de ce qu'il va faire en Iran. Et je crois que le président Aoun, libanais, il est au milieu et au centre. Pour conclure, M. Botalb, aujourd'hui, toujours sur le Liban, quelle garantie pour la stabilité du pays ? Alors, il y a un cadre légal international. Il y a d'abord les accords de Taïf qui ont été aussi en partie négociés ici à Rabat, qui prévoient de démilitariser toutes les milices. À l'issue de ces accords, toutes les milices ont été démilitarisées, sauf une, le Hezbollah. Le Hezbollah prétextait la libération du Sud-Liban. Le Sud-Liban a été évacué en 2000. Le Hezbollah s'est attribué cette victoire faussement, puisqu'elle n'est pas la conséquence de sa résistance. Sa résistance était plutôt faible. Elle a été le résultat d'équilibres géopolitiques. Si on a le temps, on développera dans une autre émission. On est en train de conclure. Oui, justement. Mais pour les prochaines émissions, donc, pourquoi pas ? Il y a un deuxième cadre, c'est la résolution 1701 de 2006, qui prévoit justement la démilitarisation du Hezbollah et
les éléments de la FINUL, la force des Nations Unies, les casques bleus, plus l'armée israélienne pour assurer la paix dans le Sud-Liban. Rappelons que le Sud-Liban était libre jusqu'au mois de mars, avril 2026, que ce territoire était sous le contrôle de l'État libanais, avec une présence de cette milice du Hezbollah sous prétexte de devoir le défendre contre les appétits israéliens. Aujourd'hui, cette milice a échoué. Elle a reculé sur le terrain. Elle n'a pas pu faire ce qu'elle avait fait en 2006, c'est-à-dire faire reculer l'armée israélienne. Cette fois, c'est le Hezbollah qui a reculé sur le terrain. Il est défait par l'armée israélienne. Je crois qu'il est temps de respecter le cadre onusien et de démanteler. Et je salue, je suis d'accord avec ce qu'a dit Calvin. Oui, effectivement, on ne sait pas ce qui peut sortir de cette conférence de presse, mais en tout cas, on doit saluer quand même la position de Donald Trump qui insiste sur le respect de l'intégrité territoriale du Liban. Ça, c'était des propos vraiment, véritablement à saluer. Et pour revenir un peu plus globalement, il y a la résolution aussi 2803. Le contingent américain, marocain est en déplacement, ou peut-être est arrivé, de 500 militaires pour établir une paix à Gaza, établir une paix globale. Et je pense qu'il est là la voie à emprunter, c'est surtout faire respecter ces résolutions onusiennes qui, non pas juste dans un sens, n'oublions pas, elles ne sont pas là que pour dénoncer les crimes atroces d'Israël. Elles dénoncent aussi les actions des milices. Il faut aller jusqu'au bout de ces résolutions-là et faire confiance aux acteurs étatiques dans la région. Merci à vous, Hafed Boutaleb. Je rappelle que vous êtes expert en relations internationales. C'était un plaisir de vous avoir avec nous ce soir. Et puis, merci à vous également, Calvin Dark. Je rappelle que vous êtes analyste politique américain. Vous étiez avec nous depuis Washington. C'était un plaisir de discuter avec vous ce soir. Merci beaucoup. Et puis, c'est la fin de Questions d'actu pour ce soir. Très bonne soirée.